Bonjour, il est temps pour nous de prendre une pause de littérature. Vous êtes sur Télé Sud, vous regardez Des mots et débats. L'invitée que je reçois, elle est aide-soignante de profession, mais elle est animée par la passion de l'écriture. Clé Aventure, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Très bien. Alors, vous êtes l'auteur de 2 ouvrages, mais je vous reçois pour un recueil de poèmes, mais je présente aux téléspectateurs les 2 ouvrages précédents. Alors, il y a L'infanticide raté, et puis Journal d'une mère aux éditions du Net. Et puis là, il y a ce dernier ouvrage qui s'appelle Souffle de vie. Souffle de vie, voilà, aux éditions du Net. Et bien, nous commençons tout de suite la première partie de l'émission, au fil des pages. Clé Aventure, donc Souffle de vie, c'est un recueil de poèmes. Il retrace justement ces mots de vie. Vous vous battez, vous vous êtes relevé. Il y a quand même peut-être encore quelques séquelles. Les séquelles, on les a toujours. Oui. On en garde, mais c'est apprendre à vivre avec et à se surpasser. Ça veut dire accepter le passé, mais en tirer le meilleur finalement, même douloureux, pour pouvoir vivre et revivre. Et avancer. Et avancer. Et permettre aussi aux proches qui vous entourent d'avancer avec vous. D'avancer, Et de nous voir nous rétablir, nous voir de nouveau croire en la vie. Parce qu'on n'y croit pas quand on a des mots aussi forts et qui nous prennent aux tripes et qui vous paralysent quelque part. Moi, j'ai surfé le sol longtemps et aujourd'hui, je peux dire que le souffle de vie, depuis sa sortie, c'est une réalité. Dieu me donne un nouveau souffle de vie. alors nous commençons justement avec Liberté. Ce que j'ai retenu dans Liberté, donc il est question d'une personne blessée, humiliée, prise au piège qui a besoin d'amour. Et il y a cet arbre, ces branches sur lesquelles cette personne qui a besoin d'être aimée, d'être protégée, se pose. Et vous dites, ces arbres, ces branches d'arbres se sont cassées. Elles m'ont laissé tomber. Je voulais savoir si vous personnifiez cet arbre. Vous faisiez référence à qui? À mon ex-mari. Pablo. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait? En fait, ce qu'il a fait, c'est me rabaisser tout au long d'une vie, pendant 15 ans. Ça veut dire les violences conjugales, vous avez les physiques, les verbales. Verbales, eh bien, on vous humilie chaque jour, un peu plus. On vous fait vous sentir presque plus bactère. Et souffrante, je dirais presque surfant le sol, vous n'avez aucun moyen de vous défendre parce que l'amour vous tient. Donc moi, j'ai accepte. Donc on accepte et en fait, on n'est même pas dans l'acceptation, on est aveuglé. On voit même pas ce qui se passe, on n'en est pas conscient jusqu'au jour où on se réveille. Moi, j'en avais pas du tout conscience de vivre la violence verbale jusqu'au jour où je me suis réveillée à cause d'une chute de ski, d'un accident, où j'ai dû rester 4 mois paralysée, à devoir attendre de me faire opérer, de réparer ce genou et d'avoir une rééducation qui m'a fait voir vraiment ma vie telle qu'elle était. Et en réalisant que je subissais toutes ces violences par ces mots, je me suis vraiment réveillée en me disant mais où on est? C'est comme si je me réveillais, je regardais un film, ce film c'est ma vie. Alors cette vie j'en veux plus. Et alors on reprend le cours de la vie tel qu'il est, mais on souffre parce qu'on se dit mais tout ce qui est arrivé là c'est... Et est-ce que Pablo justement s'en est rendu compte de ces souffrances que vous enduriez? Aujourd'hui je dirais que oui, parce qu'au bout de 2 ans où chacun vit chez soi, chacun a fait son chemin, et où une plainte a été déposée quand même à son encontre. Il y a eu de la médiatisation, il y a eu beaucoup de, on va dire, de justice entre nous pour pouvoir rétablir les liens et rétablir la communication correcte, parce que je demandais absolument à ce qu'il puisse me parler sans m'insulter. Ça lui a permis, en tout cas à lui, de pouvoir dire, en tout cas à une avocate et à un médiateur, je ne me rendais pas compte et mes mots allaient plus vite que mes pensées. Donc ça, j'ai pu le lire sur ses dépositions. Et ça ne m'a pas guéri, mais ça m'a aidé. Ça vous a aidé. Il y a aussi Prisonnière de mon amour. Alors vous écrivez, c'est un amour qui emprisonne, un amour qui empoisonne. Alors votre amour, est-ce qu'il était trop fort pour lui? Oui. Voilà, comment c'est... Donc c'était par ces mots qu'il... Non, alors j'ai aimé Pablo plus fort que moi-même. Quand on aime quelqu'un plus fort que soi, on ne s'aime pas. Donc j'ai compris à la longue qu'en fait, en l'ayant aimé autant, je ne me suis pas aimée du tout. Alors, vous n'êtes vraiment pas aimé ou alors vous vous êtes oublié de vous apprécier? Non, je ne me suis pas aimée, je ne m'aimais pas. Je ne m'aimais pas parce que je l'aimais et à travers lui, j'aimais tout ce qu'il y avait, mais pas moi. Et en fait, j'ai compris le processus avec le temps. C'est que j'ai aimé une personne plus que ma propre personne et qu'on ne peut pas
aimer quelqu'un plus que soi-même. Ça veut dire qu'on n'existe pas. Donc je n'existais pas. Alors ces mots et toutes ces violences, elles existaient, mais elles glissaient sur moi en fait. J'avais pas conscience du point fort que ça avait. Jusqu'au jour où ça s'arrête. J'existe. Certaines femmes vont se reconnaître à travers votre portrait de vie. Quels étaient ces mots qui étaient violents dans la bouche de Pablo? Votre mari rentre du travail, vous lui demandez s'il a passé une bonne journée, s'il va bien, et tout de suite, il vous agresse en vous disant « Oh, c'est bon, toi, lâche-moi !» Vous n'avez pas encore ouvert la bouche pour lui demander... Vous lui parlez, ne serait-ce que de l'organisation des prochaines vacances, savoir où est-ce qu'on fait une location, où on part. Tout de suite, ça en devient à des mots. Vous êtes déjà prenante et trop dans les questions, donc laisse-moi tranquille, fous-moi la paix. Et ça en vient petit à petit, au bout de même pas 3 minutes, à vous demander d'aller voir un vétérinaire parce que vous êtes tellement chiante, vous lui prenez la tête, là. T'arrêtes de me parler. Donc moi, j'ai dû entendre le mot vétérinaire, que je devais aller voir un vétérinaire, je pense, peut-être 300 fois dans une année. Il fallait que j'aille voir un vétérinaire pour me faire soigner. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas de quoi, mais je devais me faire soigner par un vétérinaire. Donc plusieurs fois, je suis revenue dessus en me disant, les vétérinaires sont pour les animaux, je suis un être humain, donc ouais, bah c'est bon, ta gueule. C'était que des choses comme ça, vraiment des insultes, ou alors des mais tu peux pas faire ça, mais tu te prends pour qui Oh, t'arriveras jamais à rien. C'est que des mots qui vous montrent que, quelle que soit l'idée que vous ayez, vous n'existez pas en fait. Vous êtes là que pour vous occuper de lui, de son linge, de la maison et des enfants. Et quand vous avez une petite étincelle où vous vous dites « je vais essayer de faire ça », le regard très... méprisant. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, elle? Voilà. Donc, et vos enfants, quelles étaient leurs réactions devant cette humiliation quotidienne? Mes enfants n'ont jamais réagi. Mes enfants ont réagi quand on s'est séparés en fait. Quand leur père a annoncé qu'il quittait la maison, un 8 mars. Ah, la journée de la femme. Un 8 mars. Il a annoncé qu'il quittait la maison. Eh bien, mes enfants, là, ont réagi. Et ont tremblé parce qu'ils étaient au ski. Moi, j'étais immobilisée à la maison, donc ils sont rentrés en tremblant, en me disant que leur père avait hurlé dans la voiture, qu'il ne supportait plus leur mère, qu'il ne l'aimait plus. Et le plus grand s'est arrêté en me disant... Moi, j'ai été obligée de lui répondre. Tu m'as déjà dit que je ne devais pas répondre, mais je lui ai dit que de toute façon, il n'avait jamais aimé ma mère. Alors, c'est pas la peine de dire je n'aime plus. Tu l'as jamais aimé. Et là, vous recevez une claque. C'est la première. Vous vous dites, ah, pourquoi il a dit ça? Et au fil du temps, où les choses se mettent en place dans cette séparation et ces violences qui continuent au niveau verbal, ben, vos enfants, ils se réveillent et puis ils vous montrent qu'ils ont tout vu. Donc moi, les deux grands garçons qui ont bientôt 16 ans et 14 ans, là, m'ont annoncé il y a 2 ans qu'ils voyaient tout en fait et qu'ils n'aimaient pas du tout leur vie et qu'ils étaient très très heureux de me voir seule maintenant, même si je devais souffrir, parce que je n'ai jamais été heureuse. Donc moi j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en me disant que en fait j'avais offert à mes enfants un enfer. Je les ai fait vivre mon enfer. Et ils sont témoins de tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui parce que c'est eux qui ont poussé Clay à devenir écrivain. Voilà, mon journal intime qui leur était dédié, ils ont voulu que je le partage en me disant « Tu dois aider toutes les femmes, maman, parce que ce que tu écris, c'est trop fort et elles auront toutes besoin de tes écritures. » Quand ils m'ont dit ça, les deux grands, ils m'ont ouvert les portes d'une nouvelle vie, ouvert les portes de l'estime de soi et de la dignité. Alors justement, parlant de vos enfants, il y a cette absence, ce poème « Votre absence ». Donc ce sont ces enfants qui sont partis. Alors je découvre qu'ils ont 16, 14 ans, 10 ans et 4 ans. Et je pensais que c'était des enfants qui avaient quitté la maison, qui avaient 25, 30 ans. Enfin, c'est vrai que quand je vous ai vu, je dis non, c'est pas possible. Vous avez fait à 10 ans. Quoi, ça. Non, à 40 ans, Patricia, ouais, j'ai encore des petits bouts. Et donc voilà, je pensais qu'ils avaient quitté le domicile pour voler de leurs propres ailes. Mais alors, qu'est-ce qui est plus difficile? Parce qu'il y a cette absence. Alors apparemment, ils sont partis pour les vacances. En vacances en Italie, tout à fait. Donc leur père est italien et c'était notre premier été de séparation. Moi, j'en ai eu le mal de ventre. J'ai pleuré pendant les 15 jours où ils sont partis. J'étais couchée ventre à terre. Dans notre maison, je montais, je descendais, j'allais dans leur chambre, dans la mienne, je redescendais, j'allais dans le jardin. Ça a été un été fou. Et j'écrivais en même temps toutes mes douleurs parce que fallait que je transcrive ça et que je puisse m'en libérer. En fait, c'était libérateur d'écrire. Donc, votre absence, cette poésie, elle donne vraiment le sentiment
à l'instant T, ce que j'avais dans les tripes, ces douleurs, que de vivre ces 15 jours sans les entendre, sans les voir. On n'a jamais été séparés. Donc je l'exprime dans la poésie. Votre absence, elle me ronge. J'ai plus rien, je suis plus rien sans vous, quoi. Seule face à ce que je dois surmonter, seule face à la réalité. Oui. Et c'est vrai que vous dites, vos yeux sont complètement noyés. Je suppose que là, c'était les pleurs, les larmes. J'en pouvais plus. Ouais. J'en pouvais plus. Alors, encore dans ce domaine tout ça, de la protection maternelle, il y a un poème qui s'appelle « Être maman », page 19. Et là, je pense qu'il y a un lien justement avec ce livre « L'infanticide raté » ou « Journal d'une mère » où vous relatez cette maman qui nous a pas élevés. C'est votre grand-mère. Moi, je suis issue d'un déni de grossesse. Donc c'est vrai que l'histoire de Clay est un peu compliquée pour certains. On a l'impression que c'est presque une fiction. Mais je suis issue d'un déni de grossesse. Donc le déni de grossesse, c'est quand une personne est enceinte, n'accepte pas cette grossesse, n'en prend pas conscience non plus. Psychologiquement, c'est quelque chose de très fort que les gens ne doivent pas juger. Je le redis aujourd'hui à l'antenne parce qu'on juge trop facilement les gens qui vivent un déni. Ce ne sont pas des monstres. Ce sont des femmes. Elles ont une âme et elles ont un cœur, mais elles n'ont pas du tout conscience des êtres qui vivent dans leurs entrailles. Moi, je ne peux pas en vouloir à ma mère d'avoir essayé d'intenter à ma vie alors qu'elle venait d'accoucher, parce qu'elles n'accouchent pas d'un enfant, ces femmes. Elles accouchent d'une chose qui était en elles et qui les agressait. Elles n'ont pas conscience de ce qui se passe en elles. Donc elles n'ont pas de ventre, la plupart du temps elles n'ont rien. Et donc le déni de grossesse, donc, étant issu d'un déni de grossesse, je peux dire qu'aujourd'hui, quand je parle du rôle de mère, oui, on ressent peut-être fortement ce lien aussi avec cette naissance. Et surtout, j'essaye de montrer aux gens ce qu'une maman a en fait dans son cœur. Être maman, c'est pas quelque chose qu'on va découvrir dans un livre, c'est quelque chose qu'on vit au jour le jour dans son cœur. À partir du moment où cet enfant est en conception et où on le voit. De comment une femme qui vit un déni peut prendre conscience de l'amour qu'elle peut avoir pour un bébé. Si elle n'en a pas conscience, on ne peut pas leur en vouloir. Et surtout, un déni de grossesse aussi, parfois ça peut se traduire par un refus, tout simplement, de voir ce changement de corps. Et puis, Exactement. Et puis voilà, d'être... c'est vrai que devenir mère, très mal et c'est un trouble. Ouais. C'est pas quelque chose qui doit être pointé du doigt. C'est vraiment un trouble et elles le vivent très mal. Moi, j'ai assisté récemment à un accouchement avec une femme qui vivait un déni de grossesse. Elle a pris conscience de son déni de grossesse qu'au bout de 20 minutes où je parlais avec elle en la prenant en charge aux urgences. Donc, j'ai revécu l'histoire de ma mère en me disant, tu vois Clay, on te donne encore une clé. Et j'ai pu comprendre enfin tout le processus des choses. Il y a ma traversée des ténèbres. Donc là encore, ce sont les ténèbres de votre vie. Alors, ces ténèbres-là, donc bien sûr, c'est cette maman qui ne vous a pas élevé, c'est cette grand-mère quand même qui a eu cette charge. Et puis cette maltraitance au jour pour jour de vouloir, comme je dis si bien, cette bourrée, elle en voulait à la terre entière. Elle en voulait à la terre entière, peut-être de sa vie, du manque de sa fille, peu importe. De ce à quoi elle en voulait au monde, elle s'est rabattue sur des enfants qui n'étaient pas les siens en plus, et donc qu'on lui a confiés pour pouvoir se libérer. Donc je subissais toute sa rage, en fait, sa rage de vie, de par ses coups de poing, ses grossièretés, la malnutrition. Elle n'a pas été légère dans toutes ses actions. Aujourd'hui, je peux dire que moi, je lui ai pardonné. Il n'y a que Dieu qui peut la juger. Mais j'en garde un souvenir amer. Mais je voulais savoir, souvent on dit, vous êtes d'origine guadeloupéenne, et souvent on dit les grands-mères, qu'elles soient martiniquaises ou guadeloupéennes, voilà, elles sont très très coriaces dans l'éducation, elles sont très très sévères. Très. Et c'est vrai, est-ce que ce n'est pas tout simplement culturel Je dirais qu'au-delà de ça, hein, en ayant vécu quand même justement au sein de ma famille, donc guadeloupéenne et fière de l'être, et ayant vu mes oncles, mes tantes et autres, non. Patricia, culturellement parlant, on ne peut pas battre un enfant en disant que c'est culturel. Moi, j'ai des cousines et des cousins qui ont une vie de rêve, enfin, dont rêvent tous les enfants, avec des parents qui sont très, très communicatifs, qui sont très, très aimants et qui sont très, très, on va dire, à l'écoute de leur enfant et très protecteurs, tout simplement. Moi, je ne connais pas ces mots-là, la protection, aimer un enfant. Je ne le connais que de par moi, mon rôle de mère envers les miens.
mais je ne l'ai pas vécu. Donc non, c'est pas culturel. Chez nous, en Guadeloupe, on a on peut dire, cette façon de parler qui peut être un peu dure, qui est culturelle en effet, d'avoir un peu ces mots, mais pas des insultes. Les insultes et les coups, c'est vraiment quelque chose qui vient d'une personne foncièrement douloureuse en elle, ou qui a quelque chose en tout cas qui ne va pas. Parce que aux Antilles, même si bon nombre d'enfants sont maltraités, c'est justement ces enfants-là, ils ne sont pas élevés par des gens qui vont bien. Il y a un souci quelque part. Moi, je vois de par toutes les personnes que je connais, Guadeloupe, Martinique, Réunion, toutes les Caraïbes, les gens ne sont pas maltraités. Ils aiment leurs enfants, ils les gâtent, ils les chouchoutent, il y a beaucoup d'amour, il y a des enfants heureux, il y a des enfants qui n'ont rien des fois d'ailleurs, qui sont dans la pauvreté, mais avec tellement d'amour. Ben moi, j'ai eu tout en même temps et pas d'amour. Donc je donne à mes enfants tout multiplié par 1000. Alors justement, en parlant, je donne tout à l'autre, il y a ce poème, l'altérité. Vous dites, chacun partagerait le monde sans vouloir le conquérir, exactement, mais en construisant l'avenir, oui, le vrai, celui qui jusqu'à l'infini bâtit. Oui. Est-ce que vous avez des exemples justement où nous pourrions, si nous étions tous ensemble unis, qu'est-ce que nous pourrions sauver sur Terre? Sur Terre, on pourrait tout sauver, hein, tous ensemble. Maintenant, si je devais dire aujourd'hui une chose à l'humanité, ce serait d'arrêter de faire la guerre, de se faire la guerre les uns les autres, tant par la couleur, par la religion, par le fait d'être en haut d'un piédestal qui n'existe pas, qui est juste fictif. Il n'y a pas de réel piédestal. Le seul qui existe, il est dans notre cœur. Donc si les gens arrivaient à se donner la main et à vivre foncièrement en regardant leurs voisins, et en essayant d'accompagner chacun, chaque jour, ne serait-ce que par un bonjour, une courtoisie, une politesse, on arriverait déjà à faire de ce monde un monde nouveau, un monde merveilleux, où chacun déjà aurait des lumières dans les yeux. Parce qu'on vit tous avec les yeux fermés, on ne voit plus rien, on s'agresse au moindre coup, on se bouscule le coude, on est déjà prêt à se bondir dessus presque avec un fusil ou un couteau. Moi, je dirais aux gens, arrêtez, ouvrez juste les yeux parce qu'on marche les yeux fermés, soyez humains. Et regardez ce que l'humanité est devenue de par nos violences, de par nos désirs de richesse et de par notre aveuglement. Toi, Julienne, c'est votre... C'est le prénom et le vrai prénom de ma mère biologique. Mais votre maman biologique, vous lui avez pardonné, vous l'avez rencontrée, il y a eu Alors, ces je ne l'ai échanges. pas rencontrée, oui. Je peux vous dire que je lui ai pardonné. Je ne pourrais pas vous raconter tout ce qui s'est passé sur cette dernière année parce que ce serait... aller à l'encontre des 9 romans qui sont à venir et qui sont là. Donc je suis obligée de vous dire qu'un bout, c'est oui, je lui ai pardonné, oui, nous nous sommes entendus même au téléphone, et oui, Cléaventure est fière de ce que sa mère a pu traverser, parce qu'elle a traversé une vie amère. D'accord, parce que par rapport au poème, justement, l'altérité, donc je veux savoir s'il y a eu cette démarche de pardon. Démarche, oui, ouais. Oui. J'ai pardonné à ma grand-mère, cette bourrelle, j'ai pardonné à ma mère son absence. Je pardonne toujours aux gens qui me font du mal. J'ai pardonné à mon ex-mari cette vie vécue. À Pablo, je lui pardonne tout ce que j'ai vécu. Pourquoi? Parce que dans mon pardon, il y a aussi l'amour de moi. Et si je ne pardonne pas, je ne m'aime pas. Aujourd'hui, comme je m'aime, je pardonne à tous ceux qui peuvent me faire du mal. Ils peuvent y aller, ils peuvent venir, ils peuvent essayer. Ce n'est rien. Je suis quelqu'un qui laisse aller. Très bien. Merci beaucoup, Cléaventure, pour cette première partie d'émission. Vous en passez à carte sur table. Merci, Patricia. Alors, Cléaventure, pour le carte sur table, vous avez des cartes devant vous. Vous en choisissez une au hasard. Très bien. C'est la numéro... La numéro 4. On va voir si c'est la numéro 1. Eh bien oui. Oui, c'est la numéro 1. Alors, pourquoi la numéro 1 ? Guadeloupe. On va parler de la Guadeloupe. Okay. Et le mois de mai prochain, le 10 mai prochain, François Hollande, le président français, va se rendre à Pointe-à-Pitre pour inaugurer, vous savez, ce centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage à Pointe-à-Pitre. Ça s'appelle le Memorial Act. Et je voulais avoir votre avis justement sur ce monument architectural. Je dirais que c'est bien qu'on puisse aujourd'hui, nous aussi, aux Caraïbes, témoigner et vivre intensément de par notre histoire. Nos ancêtres ont souffert. On ne peut pas vivre à travers eux et se dire qu'on en voudra la terre entière de par notre vécu, mais on se doit de pouvoir les honorer. On se doit de pouvoir avoir vraiment un monument
qui soient à leur image, ou même nous puissions nous recueillir et leur faire honneur. Donc aujourd'hui, c'est un honneur que d'avoir un monument comme ça sur l'île qui se dresse. Et c'est pour moi, je crois que mon cœur brillera de mille feux et je pourrais même m'y coucher tellement c'est en moi. C'est quelque chose qui est plus qu'important. Très bien. Une autre carte, Clé Aventure. Ah, d'accord, c'est celle-ci. J'aurais... Bon, à moi, après, je choisirai une carte. La 4. Alors, nous allons parler du film 50 Shades of Grey, 50 nuances de Grey, la carte numéro 4. Je voulais savoir, c'est le film, vous l'avez vu, le film de Sam Taylor Wood, et je voulais savoir, alors, ses expériences sadomasochistes. Alors, moi, j'ai vu le film jeudi, parce que j'ai lu les 3 ouvrages, et c'est vrai que ces 3 ouvrages m'ont permis de m'évader, de vivre un petit peu l'histoire de cette Anastasia Steele. Maintenant, si je dois relater des faits qui sont assez violents, oui. Le sadomasochisme tue cette image romantique, pleine de suspense, que pourraient espérer justement les femmes et les jeunes femmes en disant « Tiens, c'est une histoire pimentée, c'est génial ». Ces simples scènes-là tuent cette image. Mais le film en lui-même, quand on le voit, il n'est pas décevant parce que l'histoire emmène à voir un homme qui a une sorte d'image un peu froide de pierre, tomber amoureux en fait, et sous le charme d'une jeune femme qui le déstabilise complètement. Et les gens ont oublié tout ça parce qu'ils en sont restés à ces coups de fouet et autres. Ces coups de fouet, je ne les ai pas du tout appréciés. J'ai trouvé le sadomasochisme trop, et je trouve que c'est vraiment une déviance sexuelle qui ne devrait même pas exister parce que ça ne s'appelle pas du tout faire l'amour. Ni avoir... Je ne vois pas quel plaisir on peut éprouver à faire du mal à un autre. Mais pourquoi reste-t-elle alors aux prises de ce, je crois il s'appelle Christian Grey. Comment peut-elle supporter justement ces coups de fouet enfin, chacun. Je pense que quand on voit le film, on voit bien qu'elle va jusqu'au bout de l'expérience pour se donner même elle une image. Mais elle ne reste pas. À ce moment-là, Anastasia dit stop. Très bien. Et heureusement d'ailleurs, parce que je trouve qu'elle n'aurait même pas dû accepter dès le premier coup. Donc dans le livre, en toute honnêteté, ou dans même par rapport au film, c'est plus violent de le voir. Et donc, pour moi, qui défend en plus les femmes de par mon association fondée il y a 1 an, Femmes pour la vie, je ne peux accepter et me dire que ce film est extraordinaire de par cette scène. Cette scène, elle bafoue les droits des femmes. Alors justement, une dernière carte, et là c'est moi qui la retourne, excusez-moi, c'est la 5. Pourquoi j'ai choisi la 5? Parce que c'est vous justement, vous parliez de votre projet qui s'appelle Femmes pour la vie. Voilà, c'est une association. Vous êtes donc aide-soignante, il y a des malades à soigner, donc ça ne va pas être facile pour votre quotidien, toujours être dans ces maladies, dans ces souffrances. Et puis vous êtes conférencière, voilà, pour aider ces femmes à se battre, à relever la tête. La force, exactement. J'aide les femmes. À travers l'association que j'ai fondée il y a plus d'1 an, elle a pris naissance le 28 août 2013. C'est une date qui est symbolique et je le rappelle souvent à la télé ou en radio ou dans les magazines, parce que c'est la date du fameux discours de Martin Luther King. C'était les 50 ans de ce discours. Donc, ce n'était pas pour rien, en fait. L'association a pris naissance ce jour-là parce que, il y avait un rêve qui est en train de se poser. Et ce rêve, moi, ce serait que toutes les femmes puissent vivre leur féminité en toute dignité. C'est que les femmes puissent sourire et voir la vie du bon côté. C'est que les femmes, aujourd'hui, puissent jouir de tous les aspects d'être professionnellement parlant, dans leur vie privée, sous tout point de vue. Qu'une femme puisse déployer ses ailes et être ce qu'elle est pleinement. Et l'association a été créée pour défendre et soutenir ces femmes. Ça veut dire qu'au niveau juridique, au niveau de leur établissement psychologique, on les accompagne d'un point A jusqu'à ce qu'elles revivent. On ne les abandonne pas à mi-chemin. Notre processus, en tout cas de rétablissement, va vers l'autonomie et qu'elles puissent aussi se reconstruire. Ça veut dire relooking, considération de sa beauté, se revaloriser. Tout ça, c'est en marche. L'association y travaille chaque jour. Et j'y suis pointilleuse puisque mon équipe y travaille et que sans relâche, nous avons vraiment toute une équipe qui est faite pour ça, qui est vraiment, chacun a son rôle, chacun fait ce qu'il peut. Ça va de la photographe au prof de self-défense, à la maquilleuse. On a vraiment un panel de choses qu'on fait pour ces femmes pour qu'elles puissent vraiment retrouver un souffle de vie et un vrai. Très bien, merci beaucoup Clé Aventure. Merci. Nous allons passer à la 3e partie de l'émission, Coup de cœur.
Clé Aventure, alors quel est ce coup de cœur que vous allez nous présenter? Le livre de Paulo Coelho. J'ai lu le manuel du guerrier des Lumières et c'est vrai que ça a été mon livre fétiche sur 2013 parce que c'est un livre qui parle des êtres tels qu'ils sont. Ça veut dire qu'on a tous nos personnalités, notre façon d'être, notre façon de vivre. Mais un guerrier de la lumière, il est ouvert aux autres. Il regarde tout le temps les autres, il aide tout le temps les autres, il donne de son cœur, il vit pleinement la vie, il croque dedans. Et c'est exactement moi que j'ai retrouvé en lisant ce livre, que je conseille maintenant à bon nombre de personnes, à mes cousines, à mes amis, parce que Paulo Coelho nous emmène vraiment à découvrir chaque facette de la vie et en plus à voir ce qu'on ne voit pas. Des fois, on fait des choses dans une journée, on ne se rend même pas compte du bien qu'on a pu faire à quelqu'un ou du mal qu'on a pu se faire à soi-même. Et bien, dans ce manuel, vous ne pouvez plus rester aveuglé. Vous prenez les choses en considération, même de la taille d'un grain de sable. Vous vous dites ça, je l'ai fait, c'était pas pour rien. Et donc, vous vous éveillez. Merci. Ce livre m'a réveillée. Eh bien, merci beaucoup, Clé Aventure. Pour vous définir, je dirais tout simplement altruiste. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci à vous de m'avoir reçu sur le plateau. Eh bien, je prends 2 petites minutes pour remercier Exode Boutique, qui est une boutique à Annemasse, à 1 rue Fernand David, au Passage Bleu. Annemasse, c'est dans le 74, c'est en Haute-Savoie. Je remercie Chantal parce que c'est une personne qui m'a habillée de la tête aux pieds aujourd'hui et qui s'est engagée à m'habiller pour chaque émission et radio que je ferai. Donc, je la remercie pleinement. Il faut visiter sa boutique parce que tout est délicieux, tout est minutieusement choisi et tous ses articles sont de qualité. Donc, merci Chantal et un grand clin d'œil à Exode Boutique. Merci beaucoup, Clé Aventure. Alors, je rappelle le titre de votre recueil de poèmes, Souffle de vie, aux éditions du Net. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent. Au revoir et à bientôt. Merci. Merci.